Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut se laisser aller aux confidences. Alors si vous vous sentez un peu tourmenté, un peu perdu face à une situation que vous n'arrivez pas à démêler, appelez-moi au 39 21 et ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de vous aider à avancer. Ce soir, vous serez accueillis par Justin et Quentin sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous avez envie d'apporter votre soutien, de réagir à l'antenne, à ce qui se dit, vous pouvez également à tout moment nous appeler au 39 21 pour dialoguer avec nous. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou tous vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors voilà, moi je vous explique un petit peu mon souci, c'est par rapport à mon frère qui est déjà bien âgé, installé dans sa vie. Mais le petit problème, c'est que il a retrouvé son premier amour qu'il a connu il y a 20 ans. Et il est en ce moment dans une situation un peu inextricable parce que d'un côté, il est avec quelqu'un dont il a 3 enfants et de l'autre côté, il reprend goût à la vie, si vous voulez, avec cette autre personne et il n'arrive pas à faire les choix entre les enfants et elle, ce que je comprends tout à fait. Donc, ce que j'avais envisagé, c'est d'essayer de trouver des mots pour essayer de... Parce que, bon, je suis pas non plus... j'ai des sentiments qui sont dedans, donc j'ai un peu plus de préférence pour la première que pour la seconde, c'est évident, parce que les enfants et tout ça. Mais oui, votre belle-sœur, voilà. qui est la mère de vos neveux et nièces. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai des sentiments, parce qu'évidemment, c'est la maman, donc c'est normal. Et donc, j'aimerais bien, si vous voulez, avoir un petit peu votre opinion. Et puis, mais c'est votre frère qui s'est confié à vous, c'est votre belle-sœur déjà? Oui, c'est mon frère. Donc, vous êtes proches? Oui, on vient de se retrouver, donc on est très très proches. Mais votre belle-sœur est au courant de cette situation ou pour le moment ça reste caché? Non, elle est au courant de certaines choses. Elle a vu des photos, elle a vu certaines choses, mais je pense qu'elle ne veut pas le voir. Peut-être, mais bon, ils ont eu des discussions ensemble de ce que m'a dit mon frère. Donc, je ne sais pas comment. Il est très torturé en ce moment entre les deux, et puis on va dire la maîtresse finalement. Ce premier amour. Voilà, le premier amour le presse totalement. Et je le vois, il est comme un citron en fait. Voilà. Le presse par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle attend de lui? En fait, il prévoit de s'installer ensemble, qu'elle change de ville pour aller le rejoindre, qu'elle scolarise ses enfants à elle dans la ville. Et je pense que mon frère n'arrive pas, en plus, parce que je vais vous expliquer, ma belle-sœur habite à l'étranger et elle est censée revenir dans la même ville que mon frère. Donc, il y a la maîtresse en même temps qui voudrait s'installer avec lui et il n'arrive pas à faire les choix finalement et il se bloque totalement. Mais s'il est pressé de toutes parts, il arrivera d'autant moins à faire ses choix. Il faudrait qu'il prenne le temps de se poser. C'est ce que j'ai pensé. Voilà. Mais depuis combien de temps a-t-il retrouvé ce premier amour? Comment l'a-t-il retrouvé d'ailleurs? De par ses fonctions. Parce que il a pu retrouver comme ça et ça fait à peu près 1 an. Ah oui, quand même. Oui. Et donc, elle est venue déjà le voir à l'étranger. Ils se sont revus entre-temps. Enfin, il est installé dans la nouvelle ville, donc elle est venue déjà le voir plusieurs fois. C'est assez bizarre finalement. Il m'a présenté à elle. Moi, surtout, je n'entretiens pas de contact avec elle. Parce que pourquoi ça s'était arrêté entre eux? Parce qu'il l'a connu à quelle période de sa vie? Ce premier amour, c'est quand il était adolescent? Oui, il avait une vingtaine d'années à peu près. Et il a quel âge aujourd'hui? 43. Oui. Oui. Et oui, donc c'est un amour qui n'a pas duré parce que comme ça peut se passer à cet âge-là, parfois, j'imagine.
Là, mais en fait, c'est parce que elle était déjà implantée dans la vie active et donc elle est partie en fait pour son travail. Donc ils se sont plus revus à cause d'un quiproquo en plus apparemment. Donc c'était un petit peu laborieux, mais bon, il a réussi à la retrouver. Donc ce que j'aimerais bien, c'est lui trouver les mots pour lui dire. Alors, ce que j'ai pensé, c'était surtout lui dire, écoute, pour l'instant, tu sais pas où tu en es. Fais une pause de tout. Coupe-toi du monde. Et puis pèse le pour et le contre. Et puis fais tes choix. De toute façon. Oui, Après, il n'y a que lui qui puisse faire ses choix, de toute façon. Voilà. Vous avez raison, parce que vous aimez votre frère et en même temps, vous avez des liens avec votre belle-sœur et vos neveux et nièces, mais vous ne pouvez pas décider à sa place et à leur place. C'est une affaire de couple avant tout. Donc, bon, malgré les liens forts qui vous unissent, vous ne pouvez qu'être là, à ses côtés, respecter ses choix. Et puis voilà. Ce que vous me dites est très judicieux. C'est-à-dire qu'il a besoin de se poser, d'y voir un peu plus clair, parce que pour le moment, il est dans un tourbillon, il est dans ses retrouvailles avec cette femme dont il a été immensément amoureux. Et puis avec elle, il renoue aussi. C'est jamais anodin de retrouver un amour de jeunesse, parce que c'est aussi une façon de renouer avec sa jeunesse et surtout à ce moment-là de sa vie autour de la quarantaine ou de la cinquantaine. Il n'est pas encore, la cinquantaine, on est au milieu de sa vie, qui avait vu l'allongement de la durée de vie, mais bon, il y a aussi la crise de la quarantaine. Alors dans un couple, je ne sais pas depuis combien de temps il est en couple avec sa femme. À peu près, ça veut dire ma nièce, la plus âgée, elle a 12 ans à peu près, donc ça doit faire 15-18 ans qu'ils sont ensemble. Oui, donc forcément, alors ce n'est plus la passion qu'il peut éprouver pour cet amour retrouvé, là. Je vais vous dire, ce qu'il m'a dit, et ça m'a pas forcément choqué venant de sa part, mais parce que bon, je comprends aussi ses choix, c'est qu'il m'a dit qu'il ne s'est jamais marié avec elle, parce qu'il attendait ce premier amour qu'il a fini par retrouver. Oui, enfin, en même temps, s'il attendait autant, ça l'a pas empêché de faire 3 enfants non plus avec sa compagne là, non, et de rester à ses côtés et de construire quelque chose avec elle, dont avoir 3 enfants avec elle. Donc maintenant, là, il est dans cette frénésie, dans cet amour retrouvé, donc il tient ses propos, mais qu'il faut peut-être relativiser un petit peu. Alors moi, ce que je lui dis, surtout, ça c'était les premiers temps, je lui dis, on ne construit pas une relation sur le passé. Non, je suis d'accord avec vous. Ça, surtout que c'est bien beau le passé, mais on est aussi là complètement dans le fantasme et dans la projection. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait aussi de ce passé ? Comment on l'invente aussi ? Comment on en fait quelque chose de nouveau ? Voilà, c'est ça. Parce que s'il avait vraiment voulu, au fond, la retrouver, je suis désolée, avec tous les moyens que l'on a, il aurait pu la retrouver plus tôt. En fait, je vais vous dire, il est dans la fonction publique et avec ses moyens, parce que à cause de sa fonction, finalement, il a essayé par tous les moyens de la retrouver. Et puis, il a dit, bon, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et puis, oui, enfin, il devait connaître ses parents ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Elle, oui, mais pas lui. Et je voulais vous dire un truc aussi. En fait, oui, elle le presse aussi de façon à être limite intrusive et excessive et exclusive surtout. C'est elle et personne d'autre. Alors c'est vrai que lui, il faut que la trouille un peu entre guillemets de vivre ça quotidiennement. Mais elle est séparée de son côté. Oui, elle est séparée de son côté, avec 2 enfants aussi. Donc elle, ce qu'elle voudrait, dans l'absolu, c'est que tous les enfants se rejoignent et c'est une grande famille. Mais elle voyage beaucoup, donc ce qu'elle voudrait, c'est que laisser ses enfants à mon frère et finalement les faire continuer à faire ses voyages. Et puis ce serait mon frère qui s'occuperait de l'éducation, de trucs comme ça. Et c'est que ça à mon frère, ça dit oui, non, mais je le fais pas avec mes enfants, pourquoi je le ferais avec les enfants de quelqu'un d'autre ? Se retrouver avec la tête d'une grande tribu, parce que ça ferait 5 enfants.
Oui, là, ça. Oui, là, il se heurte au principe de réalité, votre frère. C'est-à-dire que là, on sort des rendez-vous secrets, comme ça, en tête-à-tête, en amoureux, hein, subitement. Voilà. On est dans un quotidien avec 5 enfants à gérer. Oui, voilà, donc je pense que ça lui foutre un peu la trouille. Oui, ce qui peut se comprendre. Mais c'est bien, parce que en même temps, elle lui met carte sur table, puisque elle a sa vision des choses, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête non plus à renoncer, elle, à son mode de vie. Elle lui donne sa vision des choses, sa vision de leur avenir du couple et de la famille, et en même temps, elle est assez pressante dans sa demande. Donc, tout ça, ça peut faire peur, hein. Donc, quand vous dites à votre frère que par rapport à cela, il est important qu'il prenne le temps d'y réfléchir, parce que dans une telle situation, enfin, on met pas comme ça tout en l'air. Non, surtout après 20 ans de vie commune. Non, on prend le temps de réfléchir. Peut-être, au final, peut-être qu'au fond, il prendra la décision d'aller vers ce nouvel amour. C'est possible, mais il faut qu'il soit clair dans son choix. Je lui ai posé la question, j'ai dit mais comment tu es avec elle? Elle me dit je suis amoureux fou, c'est oui, mais c'est là où c'est difficile parce que quand on est dans cet état-là, on a du mal à vraiment avoir les choses. Alors bon, c'est bien qu'il vous en parle un peu parce que d'en parler à des avis comme ça, un peu des personnes extérieures. Mais alors, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes très aux prises avec l'affectif. Mais voilà, vous êtes très liés. Vous aimez votre frère, vous aimez aussi. Vous pensez aux répercussions que ça pourrait avoir sur vos neveux et nièces. Donc, c'est quand même c'est compliqué. Peut-être que vous pourriez lui conseiller d'aller en parler à un tiers, un spécialiste, d'avoir quelques séances. Genre quelqu'un qui fait de la thérapie, vous voyez, qui pourrait l'aider, avoir un regard vraiment complètement extérieur, complètement neutre, qui ne connaît ni l'une ni l'autre, enfin, et qui essaierait de l'aider lui dans ces méandres là. Il y a un truc, c'est que entre guillemets, mon père nous a fait subir la même situation. Donc il s'est dit, oh là là, je répète le même schéma et ça me va pas du tout. Voilà, donc il est complètement... C'est-à-dire que votre père est parti à un moment donné? Oui, voilà, il est parti avec une autre femme et mon père n'avait des yeux que pour elle et nous a un petit peu délaissés de l'autre côté. Et si vous voulez, maintenant, il se dit, mon Dieu, je suis en train de suivre le même chemin que papa, ça va pas du tout. Enfin bon, voilà. Oui, mais c'est important. Et vous voyez, vous me donnez cet élément-là maintenant. Et donc, en fait, à un moment, il a quitté votre mère. Ou il a navigué, il a hésité pendant un temps. Voilà, enfin non, je ne sais pas en fait, parce que... Vous ne savez pas, oui, vous ne savez pas pendant combien de temps. Mais à un moment, il est parti, il a quitté la maison. Il est parti, oui. Oui, il a quitté la maison. Et puis, par contre, je vais vous dire, mon frère, c'est mon demi-frère, parce que mon père a eu 3 mariages dans l'histoire. Et la mère de mon frère, en fait, est décédée quand il avait une dizaine d'années. Donc, il n'a pas eu vraiment de maman, parce que la mienne, finalement, elle s'en foutait un peu des enfants au départ, surtout. La liaison est pas très bonne, j'entends pas très bien. Vous n'avez pas la même mère? Non, on n'a pas la même mère, parce que c'est mon demi-frère. D'accord. Et de sa mère à lui, est décédée quand il avait à peu près une dizaine d'années. Donc il n'a pas eu vraiment de maman, pour ainsi dire, parce que surtout que la mienne n'était pas très maternelle à cette époque-là. Donc, et je pense qu'en redécouvrant cette femme, il trouve aussi le côté maternel dont il a besoin, un petit peu affectif. Oui, donc tout ça doit beaucoup l'angoisser et doit ajouter à ses difficultés à prendre une décision. Sa situation est bouleversante parce que l'état amoureux est à la fois très excitant mais donne aussi beaucoup d'angoisse et surtout que il n'est pas irresponsable, votre frère, donc il songe quand même à sa famille, à ses enfants. Et le fait qu'il ait eu son père qui à un moment s'est retrouvé dans cette situation et est parti, donc a vécu lui quand même, il a pu le vivre, vous avez pu le vivre comme un abandon. Il n'a pas forcément envie d'avoir ce rôle-là.
Voilà, c'est ça. Alors il sait ce que ça peut être pour l'avoir vécu en tant qu'enfant. Donc je pense que, étant donné le contexte et ce que ça peut réactiver chez lui, ça serait bien qu'il aille vraiment en parler. Et vous pensez comme un psychiatre ou un psychologue plutôt, ou parce que... Ah, mais ça, peu importe sa formation initiale, qu'il soit psychiatre ou psychologue, un psychothérapeute, quelqu'un qui va l'aider, oui, c'est-à-dire qui va l'aider à un peu donner du sens à tout cela. D'accord. Et à démêler un peu et à trouver finalement où est son désir à lui profond. Puisqu'il est pris entre des désirs contradictoires et au point de ne plus savoir où est le sien, véritablement. Oui, parce que finalement, il est, même dans son jugement, il est assez à l'opposé, parce que d'un seul coup, on va dire c'est pas étonnant. Je suis amoureux de toi et tout, et puis dès qu'il... Enfin, bon, c'est pas qu'il est tout le temps comme ça, mais dès qu'il a un petit coup dans le nez, il dit oui, non, mais c'est fini entre nous, donc il est assez... il bascule d'un extrême à un autre parce qu'il ne sait plus où il en est. Donc c'est pour ça que je pense qu'il serait vraiment important qu'il aille un peu faire le point. Alors il y a First Lisa qui dit attention, tout nouveau, tout beau. Et Ridan qui dit il est terrible de voir à quel point un premier amour ressemble souvent à une terre brûlée. Pourquoi vouloir y flamber ? Et puis Salomon qui dit votre frère n'est plus adolescent, faites-le lui savoir. Bon, et puis Lali qui dit votre frère doit se sentir perdu, il doit d'abord se retrouver. Voilà les messages qui arrivent au 7 21 21. C'est ce que je pense. Bon, écoutez, voilà un peu ce qu'on pouvait en dire. Et bon courage, parce que je crois que vous devez savoir que vous êtes au travail, hein, ça s'agite autour de vous, là j'entends. Un petit peu, oui, mais c'est bon, ça va bien se passer normalement. Alors bonne soirée, Émilie. Merci beaucoup en tout cas de vos conseils. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Aurore. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, ce week-end, j'ai vu des amis que je n'avais pas vus depuis un mois et j'ai appris donc qu'une de mes amies proches avait tenté il y a 5 jours de mettre fin à ses jours. Et donc en fait, cette nouvelle m'a vraiment déstabilisée et en fait, je vous appelais d'une part pour avoir des conseils, pour savoir comment pour reprendre contact avec elle parce que j'ai essayé de la joindre mais en fait, elle est hospitalisée donc je ne peux pas la joindre pour le moment. Oui, mais ça, non, si elle est hospitalisée... Vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps ? Ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vue parce qu'en fait... je vous explique parce que je pense que ça a quand même un lien avec ma formation. Je prépare le concours de professeur des écoles. Oui. Et en fait, mon amie l'a eu l'an dernier. En fait, je l'ai préparé 2 fois. Moi, je ne l'ai pas eu l'année dernière et elle l'a eu. Oui. Et donc, en fait... on a quand même passé une année l'an dernier assez soudée parce que la préparation des concours, c'est quelque chose d'assez difficile. Et donc, là, en fait, elle a eu son concours et je pense que son acte a un très fort lien avec le fait de sa nouvelle pratique professionnelle et le stress, l'angoisse et les situations difficiles qu'on impose un peu, je dirais, en ce moment aux jeunes qui sortent donc de ces concours pour aller directement face à des élèves. Alors prudence, hein, parce que vous savez, les raisons qui poussent au suicide sont toujours très complexes. Il y en a certaines qui, sans nul doute, tiennent aux difficultés que rencontre la personne dans sa vie présente. Mais pour qu'elle la conduise à mettre fin à ses jours, il faut qu'elle entre en résonance avec des éléments de son passé qui sont devenus inconscients. Je vais prendre un exemple. Si vous voulez vivre une rupture amoureuse, c'est difficile pour tout le monde. Oui. Mais c'est une épreuve qu'on pourra certainement surmonter si on a une bonne image de soi. Si avant cette rupture, on se sentait, sans le savoir, dévalorisé, le risque est grand de craquer et de vouloir mettre fin à ses jours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le suicide a toujours des racines profondes dans le passé et que le présent ne sert en fait que de détonateur. Donc, souvent, on cherche des raisons comme ça dans le présent et on a raison de le faire. C'est-à-dire, il y a
un événement, il y a un élément déclencheur dans le présent, mais qui entre en résonance avec des événements du passé, souvent inconscients. Oui, ben, de toute façon, ça, je m'en doute, parce que de toute façon, déjà, les années précédentes, elle avait, de par ses études, eu un parcours un peu chaotique, avec des échecs. Elle avait tenté de faire médecine, elle n'avait pas réussi. Et puis même, l'année qu'on a vécue l'an dernier est une année qui est extrêmement difficile pour ce qui est de l'estime de soi, la confiance, tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même... quand je dis ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile, mais je pense que ça a quand même joué un grand rôle dans le présent, en tout cas. Et donc, c'est-à-dire, il faut... c'est là où... c'est là où, c'est ce qu'on dit nous dans notre jargon, les psychanalystes disent que le suicide c'est un passage à l'acte, c'est-à-dire que la personne exprime quelque chose par un acte au lieu de le dire avec des mots. Donc oui. C'est tout le travail après en thérapie d'essayer de comprendre ce qu'il tente d'exprimer par cet acte et donc de l'amener à en prendre conscience. Parce que la personne ne le sait pas, au fond. Il y a quelque chose à tuer en elle, qu'elle veut tuer en se tuant, mais elle ne sait pas quoi. Hein ? Oui. Alors ça, c'est pas votre rôle en tant qu'ami. Ça sera le rôle d'un thérapeute et on va certainement, évidemment, lui proposer de faire un travail sur elle-même parce que c'est jamais anodin de vouloir mettre fin à ses jours. Donc, voilà. Vous, en tant qu'ami, vous n'avez pas ce rôle-là à jouer. D'accord. Hein, ça, c'est le rôle d'un spécialiste. Oui, voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est... j'aimerais, ne serait-ce que par une lettre, simplement lui montrer mon amitié et lui rappeler... Oui, ou peut-être aller la voir. C'est-à-dire, est-ce que parmi vos amis, certains ont pu aller la voir ? Est-ce que vous connaissez ses parents ? Je ne connais pas ses parents, mais je connais son petit ami qui, lui, va la voir, ça c'est sûr. Mais sinon, je ne connais personne non pour le moment qui a été lui rendre Son petit ami va la voir, oui. Est-ce qu'il y a des visites qui sont autorisées ? Ben, je ne sais pas, en fait. Lui, oui, il peut aller la voir. Je le suppose parce qu'on me l'a dit, mais... vous préféreriez une lettre ? En fait, je suis déstabilisée et... Non, si vous préférez, oui, si c'est pour aller la voir et être mal à l'aise, il vaut peut-être mieux lui mettre un petit mot. Hein. C'est préférable parce que si c'est pour être en face d'elle et être mal à l'aise, vous sentir mal à l'aise et ne pas trop savoir quoi lui dire, je vous comprends. Il faut aussi faire en fonction de vous, hein, Aurore. Et si c'est pour vous mettre vous dans une situation difficile, c'est pas la peine. Hein, c'est surtout que je ne sais pas trop qu'est-ce que l'on peut dire dans ces cas-là à une personne pour la réconforter. Que vous êtes là, montrer. Oui, voilà. Que voulez-vous dire ? Elle simplement que vous êtes là, que vous pensez à elle, que. Mais je sais pas si, ne serait-ce que de lui rappeler ma présence, les bons moments qu'on a passés. J'ai peur d'être maladroite. Sans vous attarder trop non plus, parce que rappeler les bons moments que vous avez passés, c'est pas non plus, vous allez pas faire, c'est pas un hommage que vous êtes en train de lui rendre, mais parce que elle est là, votre amie, hein, elle est en vie, heureusement, mais dire à quel point elle compte pour vous. Peut-être rappeler à travers effectivement un souvenir, évoquer une complicité, mais dire à quel point elle est importante pour vous. Voilà, oui. À quel point son amitié, votre amitié, son amitié vous est précieuse. Oui, parce que quand l'an dernier... En faisant simple aussi, hein, il ne faut pas non plus que ça soit trop... voyez, c'est ce que je disais, il ne faut pas que ça ait l'air d'un éloge, quelque chose de trop... Pas que ça soit pompeux non plus, parce que du coup, quand on veut trop en faire, on peut devenir... il faut, dans ces cas-là, voyez, parfois plus c'est court et plus c'est sobre, mieux c'est. Parce que parfois, pris par l'émotion, on en fait trop.
Donc, il ne s'agit pas d'évoquer tout votre parcours, mais de dire peut-être avec vos mots à vous. Je voyais, il y a un petit message d'Emma qui dit il faut parler simplement de ce qui s'est passé si elle veut en parler. Ça, c'était au cas où, je pense, vous étiez en face à face, parce que dans un courrier, non. Mais comme dit Emma, sinon il suffit de montrer que l'on est là. Oui. Mais c'est peut-être ça dans une lettre, dire que évidemment, quand elle sortira, que vous êtes, enfin lui dire que vous êtes là pour elle et que vous pouvez l'appeler, ou enfin qu'elle sache qu'elle peut compter sur vous. C'est ce que dit Lali aussi. Faites savoir à votre amie que vous êtes là pour elle. Mais c'est ce que je souhaite faire, mais j'aimerais bien m'y prendre et j'ai peur de... Mais que ça soit aussi pas que des mots, c'est-à-dire prendre de ses nouvelles. Ah bah oui. Mais bon, comme j'ai aucune idée en fait de... Mais sans que ça soit... C'est ça la difficulté, c'est-à-dire il faut pas non plus le côté compliqué après de la chose, c'est-à-dire il faut pas... Alors je vais prendre... Pas non plus la regarder un peu comme une bête curieuse. C'est-à-dire, peut-être que vous allez être surprise quand vous la reverrez. Elle n'en parlera peut-être pas. Elle ne l'évoquera peut-être pas, ce qui s'est passé. Mais je le pense parce que, on m'a dit qu'elle ne souhaitait pas que ça se sache déjà. Alors il peut y avoir ce sentiment-là, un peu de honte, de culpabilité après. Parce qu'il y a quelque chose ce que je vous dis, pour ça je parlais de passage à l'acte, qui parfois, si vous voulez, il y a des personnes qui pensent avant, et puis il y en a qui agissent apparemment, je dis bien apparemment, sur un coup de tête. Oui. Et pour autant, quelqu'un qui se suicide a toujours des raisons pour le faire, et elles sont toujours graves. Mais après, c'est vrai que ils n'ont pas toujours envie d'en reparler, parce que la peur aussi de ne pas être bien compris. Oui. Ou qu'on soit à côté aussi. Ou d'avoir des réponses pleines de maladresse. Et c'est vrai que c'est compliqué. Dans ces moments-là. Donc, je crois qu'il faut pouvoir entendre ça, et en même temps, si on est très proche, tout dépend, je dirais, le degré d'intimité que l'on a avec la personne qui a voulu mettre fin à ses jours, parce que ça dépend aussi du degré d'intimité que l'on a avec cette personne, parce qu'il s'agit en aucun cas d'être intrusif. Oui. Quand on est très proche de cette personne, je pense que l'on peut se permettre de dire, quand on la revoit, de dire qu'on a eu peur pour elle. D'accord, oui. Et de voir un peu comment elle réagit. Mais dans un contexte d'intimité, c'est-à-dire que si vous la voyez avec d'autres amis, non, ça se dit pas, c'est pas des choses, on se dit pas ça à plusieurs. Mais si vous la voyez en tête à tête, vous pouvez lui dire. D'accord. Et vous voyez comment elle réagit. Si vous sentez qu'elle se ferme, vous pouvez dire parce que sinon on est dans le non-dit. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal de revoir comme ça une amie dont vous étiez proche, et puis au fond de la voir alors qu'il vient de se passer quelque chose de grave, et de parler de tout et de rien comme si tout allait très bien. D'accord. Oui. Donc, pas forcément dans les premiers moments de votre rencontre, vous pouvez la laisser, mais si vous sentez que vraiment ça ne peut pas être abordé, vous pouvez lui dire à un moment donné, vous parlez de ce que vous avez ressenti, et avec vos mots à vous. Je sais pas, moi c'est ce qui me vient, mais peut-être que vous c'est autre chose que la peur qui vous viendra. Mais de dire que vous avez été, je sais pas, vos mots à vous. Oui, si, de toute façon, on a toujours peur. On se dit, waouh. Parce qu'en fait, elle avait pris contact avec moi une semaine avant par un message, un email, et en fait, je n'avais pas pris le temps de la rappeler parce que j'ai beaucoup de choses à faire, et elle aussi, et en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, j'aurais dû l'appeler. Je
je me suis sentie coupable. Mais bon. Oui, alors attention à ça parce que effectivement dire moi, je n'aurais rien pu empêcher. Non, vous n'auriez rien empêché. Et puis c'est pas l'important, c'est là en l'occurrence dans cette histoire pour le moment c'est elle. Et vous voyez parce que sinon ça va tourner autour de vous. C'est elle qui va vous rassurer. Non. Qui va vous dire mais non, tu sais, c'est pas grave de toute façon. Donc en l'occurrence, ce qui est important, c'est que d'essayer d'être là pour elle. Et c'est vrai que vous ayez renvoyé le mail ou pas, je ne pense pas que ce soit ça qui ait changé quelque chose. Façon, non, hein. ça, c'est sûr. Ça se joue pas à ça. Non, mais c'était plus par rapport au fait que oui, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas pris de nouvelles et que dans le temps comme ça. On est vite pris par les choses du quotidien et on oublie parfois. Mais vous pouvez lui dire voilà, vous pouvez lui dire ça, souvent le temps file à une vitesse folle, on est pris par des choses du quotidien qui nous happent et puis on oublie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Oui, voilà, oui. On revient toujours décidément à cette chanson de Louis Chédid. Oui. Vous pouvez lui offrir l'album. Pourquoi pas? Oui, ce serait un message. Pourquoi pas? Oui, c'est une façon de lui dire. Pourquoi pas, oui. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un là qui envoie un SMS en disant « dites-lui que vous l'aimez ». Donc ça peut être une façon... C'est compliqué parfois à dire cela, mais ça peut être une façon de lui offrir... Alors, je sais pas si elle aime Louis Chédid. Il y a Coco qui dit « dites-lui que vous l'aimez, que vous avez eu peur pour elle et que vous serez là pour elle ». Oui. Et puis bon, elle va. C'est important qu'il y ait effectivement que les amis soient là, présents autour d'elle, présents sans être oppressants. Voilà. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire, vous lui dites voilà, mais sans après, à chaque fois que vous la voyez, la ramener constamment à cela, puisque elle aura un espace où elle fera, je l'espère, c'est-à-dire un travail pour comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu tuer finalement en elle. Parce que toute personne, au fond, qui veut mettre fin à ses jours devrait essayer de savoir qui il veut tuer en se tuant. Alors peut-être le nul qui croit être parce qu'on lui a dit qu'il était depuis sa petite enfance, celui qui se croit pas aimable parce qu'on l'a jamais aimé. Et il y a d'autres moyens que cela que le suicide. Hein. On peut tuer cette image comme ça de nous très négative avec des mots. Et il faut faire un travail sur soi pour y parvenir. Oui. Ça, de toute façon, je pense que comme elle a été prise en charge, elle va pas. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que il y a un vrai travail à faire parce que quand on sait que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-35 ans en France, ça pose question. Oui, ça pose question. Que ça n'arrivait pas qu'aux gens qu'on ne connaît pas. Non, tout à fait. Non, c'est un véritable problème de société. Parce que la jeunesse et l'avenir d'un pays, c'est elle qui c'est vraiment, c'est l'avenir, c'est elle qui fera après qui portera ce pays, qui le dirigera, qui en fera sa richesse. Et on est dans une jeunesse en France qui vient mourir de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles en sont les racines, les origines. C'est un vrai problème. Ouais. Oui. Bon. Bien, je vous remercie de votre écoute, de votre aide, de vos conseils, parce que j'étais un peu perdue, déstabilisée, je savais pas trop comment répondre. Mais je vous en prie. Il y a Fou de Bassan qui dit « n'est jamais trop tard pour être là pour une amie ». Voilà. Non, voilà. Donc, oui, vraiment. Je compte l'être. Bien sûr, oui. Vous l'avez été, d'ailleurs, Aurore. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mettez-lui un petit mot et puis vous la verrez à sa sortie ou peut-être un petit peu plus tard. Oui, voilà, je sais pas quand du elle tout combien sera... de temps ça peut prendre. Enfin, est-ce que c'est variable suivant les personnes? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Ça dépend un petit peu selon comment elle va réagir. On prend le temps. En général, vous savez, avant, il y a même des personnes qui malheureusement font une tentative de suicide. Elles ont de moins en moins, mais ça peut se voir, un lavage d'estomac, elles ressortent. D'accord.
Oui, j'espère que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas de votre ami. Mais on prend beaucoup plus en compte maintenant la tentative de suicide parce qu'on sait que derrière il y a une souffrance profonde. Hein. Donc on prend plus en considération, on repère mieux et particulièrement, je vous dis, dans cette tranche d'âge. Ça ne veut pas dire que dans les autres tranches d'âge, on ne la prend pas au sérieux, hein, évidemment. Mais après, il n'y a pas de cas type, heureusement. On s'adapte à la personne et on voit un petit peu en fonction de son évolution psychologique et physique aussi, parce qu'il y a des conséquences physiques à une tentative de suicide. D'accord. Comme dit Katia, parfois on veut tuer la souffrance en soi. Ben oui, mais la souffrance, on peut justement on la tue pas comme ça. C'est la souffrance qu'on veut tuer. Alors la souffrance, on va en parler. Merci en tout cas Aurore de votre appel et bon courage par rapport à votre amie. Et puis bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci encore. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. On accueille maintenant Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs cinéphiles. Ah Yves, allez, alors, on va Caroline, faire notre petite page cinéma avec vous. Ça va faire du bien. La dernière fois que je vous ai appelé, c'était pour vous parler du film de Clint Eastwood. Et j'avais terminé exceptionnellement par un film que je pressentais qui allait beaucoup me plaire et que j'avais pas encore vu parce qu'il n'était pas encore sorti. C'est Le Discours d'un roi. Ah oui. Je l'ai vu ce week-end. Vous l'avez vu. Vous avez suivi mon conseil, vous l'avez vu en VO sous-titré. Ah ben et comment? Ah, bon, parce que c'est quand même un film 100% britannique et qu'il faut voir dans sa langue d'origine. Ah oui, vous avez vu que depuis quelque temps je suis vos conseils, hein, Yves. C'est bien. Hein? Non, parce que j'étais un peu mauvaise élève les derniers temps. Vous me donniez des films et puis j'y allais pas. Alors que là, vous avez vu, je suis allée voir Au-delà, j'ai vu Le Discours d'un roi. Bon, donc, mais je vous laisse parler parce que c'est vous qui êtes intéressant. Là, je m'efface devant vous. C'est pour vanter les qualités de ce film qui procure un grand plaisir. C'est un film d'une grande intelligence, de par le sujet qui est très original et qui est une histoire vraie d'ailleurs que j'ignorais complètement. Et plaçons le décor quand même, situons pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, parce qu'on en a tellement parlé. Voilà, c'est l'histoire du roi d'Angleterre dans les années 30, qui était le père de l'actuelle reine Elisabeth, et qui devient roi suite à l'abdication de son frère. Mais seulement, il souffre de bégaiement, et être bègue pour un roi, oui, il faut rectifier le tir, quoi. Hein. Alors, il arrive à rencontrer un orthophoniste, et voilà, et qui essaye de le guérir, et il y arrive vers la fin. Voilà, bon, je ne vais pas raconter en détail. Mais alors, ce qui est fabuleux dans ce film, c'est l'interprétation. Oui, tout est là. Les face-à-face verbaux entre ces deux personnages, le roi et l'orthophoniste, c'est absolument magnifique. Les dialogues sont extraordinaires. Et puis, il faut le souligner, il y a un humour terrible dans ce film. Et moi, j'ai beaucoup ri. Oui, c'est vrai. Oui, oui. J'ai beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions et il y a à la fois et en même temps des scènes qui sont d'une drôlerie irrésistible. Dans les dialogues, il y a un humour formidable, oui. Et bon, et il y a aussi les relations entre le roi et sa femme. Sa femme, c'est une comédienne que je connais depuis longtemps, c'est Helena Bonham Carter, qui est excellente comédienne. Dans la vie, Helena Bonham Carter, c'est l'épouse du génial cinéaste Tim Burton. Ah, c'est pas vrai? Oui. Ah, je ne savais pas ça. Et d'ailleurs, elle joue dans le dernier Tim Burton qui est très bon, Alice au Pays des Merveilles. C'est elle qui a le rôle de la Reine Rouge, mais complètement maquillée, méconnaissable. Ah oui, d'accord. Voilà, oui. C'est une merveilleuse actrice, hein? Oui. Ah oui, elle est toute en demi-teinte. Elle est vraiment. Elle est très bien dans ce film. Hein. Oh, elle est formidable. Elle est très très bien. Elle est formidable. Très complice de son mari, c'est elle qui le pousse à aller voir l'orthophoniste. Mais alors mon coup de cœur côté interprétation, c'est quand même Geoffrey Rush dans le rôle de l'orthophoniste. Oh, il est merveilleux. Il est extraordinaire. Ouais, j'avais pas. Alors voilà, j'avais pas retenu son nom. J'étais sûre que vous alliez me le dire, Geoffrey évidemment. Rush, c'est
c'est un comédien que je connais depuis longtemps, mais on le voit rarement au cinéma. Il fait surtout du théâtre en Angleterre. Oui, et d'ailleurs, j'ai entendu dire par-ci, par-là, oui, c'est bien, mais il y a un côté très théâtral. Oui. Mais le rôle veut ça. C'est le sujet qui veut ça. Hein. Mais le rôle veut ça. Et ce qui est merveilleux, c'est cette complicité entre deux. Et puis c'est un film. Alors sur un plan psychologique, voir comment on peut être amené à dépasser nos complexes, parce que au fond, bon, on va pas tout dévoiler non plus par rapport à ceux qui n'ont pas vu le film, parce qu'il y a rien de plus pénible que quand on n'a pas vu le film et qu'on nous en parle. Mais là, on dévoile pas, parce que ça, c'était dit partout dans les magazines de planter un peu le décor Mais quand même c'est le premier à le considérer, lui, pas comme un futur souverain. Il y a quelque chose qui se joue d'humain à humain entre deux, et ce lien. Ce roi, finalement, c'est un personnage très émotif. Et c'est peut-être que c'est de là que vient son bégaiement, quoi. Mais c'est vrai que les cours qu'il a avec l'orthophoniste, c'est un grand plaisir, oui. Oui, on a du mal à imaginer finalement, quand on voit l'actuelle reine d'Angleterre, de penser qu'elle ait eu un père aussi tendre, aussi émotif, aussi. On ne savait pas finalement que son père, enfin, et en même temps il y avait tout ce protocole, non, il ne pouvait pas se défaire de cela aussi, et donc aussi bien Elisabeth que Margaret étaient prises aussi dans ce protocole. J'ai repéré aussi le comédien qui joue le rôle de Winston Churchill. C'est un comédien que je connais depuis très longtemps. Il joue dans beaucoup de films de Mike Lee. Timothy Spall. Mais vous savez, les comédiens anglais sont très doués. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui font beaucoup de théâtre. Et ils sont quasiment inconnus chez nous en France. Mais ils sont très très doués. Tous les comédiens qui jouent dans les films de cinéastes anglais comme le Stephen Frears ou Ken Loach, ils sont tous très très bons. Et puis ils ont des visages de monsieur et madame tout le monde. C'est pas. Oui. Alors, je reçois effectivement là, plusieurs messages qui disent le discours d'un roi, un vrai plaisir en VO. Il y a également Fédragé qui dit très heureuse de retrouver Yves. Je cours de ce pas voir ce film parce qu'elle dit d'autant plus que j'adore Colin Firth, merveilleux comédien. Il est magnifique dans ce film. Et Geoffrey Rush, terrible, l'orthophoniste, magnifique. Il est magnifique, ça, c'est une rencontre au sommet entre ces deux. Alors il y a First Lisa qui dit on m'a parlé du film Angèle et Tony, qu'en pense Yves? On vous l'a déjà demandé la dernière fois. Il n'est pas encore passé dans ma ville. Il n'est pas encore passé. Parce que c'est un film à réessai qui est sorti avec très peu de copies, et c'est un film qui marche bien, ce qui fait que les copies sont bloquées dans les grandes villes. Et comme j'habite pas de grandes villes, il faut que j'attende. Il a de très bonnes critiques partout. Oui. Il paraît que c'est une pure merveille. Oui. Et alors il y a bon, évidemment il y a Coco, puis il y en a d'autres la dernière fois qui me dit alors rien à déclarer, vous ne déclarez rien là-dessus. Non, parce que quand vous n'aimez pas, vous ne dites rien. Vous avez cette délicatesse-là. Vous ne l'avez pas vue. Non, mais vous n'avez rien à déclarer. J'ai rien à déclarer. Non. Puis moi, je veux pas qu'on dise. Non, dis pas de mal. Moi, je déclare que j'aime beaucoup Benoît Poelvoorde, alors on ne déclare rien. Écoutez, moi je veux bien voir un film comique à condition que je sois sûr de rire. Mais là, je ne suis pas sûr de rire. Alors, il y a Eridan qui dit « Yves, c'est fou de voir comme le cinéma coule dans vos veines. Ce monde élisabétain que vous nous décrivez, c'est vous. En tout cas, votre passion du cinéma est un feu sacré que vous rendez à chaque fois communicatif. Bravo et merci à vous. » Et le prochain film que je veux voir... Alors, j'allais vous le demander. J'ai pas encore eu le temps, je voulais y aller ce week-end, j'ai pas eu le temps, c'est Black Swan. Moi aussi j'ai très envie d'aller le voir. Darren Aronofsky, mais lui je le connais, je connais sa filmographie, c'est du cinéma coup de poing. Donc, avec la magnifique, avec la sublime Nathalie Portman, oui. Et il y a Vincent Cassel qui joue aussi. Je sais pas ce qui peut, je sais pas. Mais il joue celui qui dirige le maître de ballet, voilà. Exactement. Oui. Et les femmes du 6e étage avec Fabrice Lucchini. J'ai très envie d'aller le voir. Oui, les critiques sont bonnes. Je connais le cinéaste qui l'a réalisé, Philippe Leguet. Il y a quelque temps, j'ai vu des films intéressants de lui. L'année Juliette, c'était avec qui c'est qui jouait. Je crois qu'il y avait aussi déjà Fabrice Lucchini.
Et j'avais vu un film aussi de lui qui était très bon, c'était 3-8, l'histoire de harcèlement à l'intérieur d'une usine. C'était très costaud ce film-là, Philippe Leguet. Mais les critiques sont bonnes sur les femmes du 6e étage. Ah oui, il paraît, oui. Moi, je crois que je vais aller le voir ce week-end parce que j'ai très envie d'aller le voir, les femmes du 6e étage. Bon, mais écoutez Yves, alors on vous dit à très vite. Dans 8 jours sort le dernier film des frères Cohen, True Grit. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire, Grit, G-R-I-T? G-R-I-T. Voilà, j'ai pas dit G-R-E-A-T, G-R-I-T. Trou, je crois que c'est vrai. Trou, comme un trou T-R-U-E. Trou, d'accord, oui. Oui, ça serait plutôt... Ouais, ils font toujours... C'est toujours curieux, les frères Cohen, mais mettre un titre moitié français, moitié anglais, ça serait bizarre. Vous savez, quand on a l'accent du sud de la France, c'est incompatible avec l'anglais, quand même. Les frères Cohen. J'ai eu beaucoup de difficultés. Commenter avec nos deux accents, ça donne n'importe quoi. Non, oui, effectivement. Je suis plus doué pour l'accent espagnol que pour l'accent anglais. Et moi aussi, comme c'est curieux. Voilà, alors Grit, G-R-I-T. D'accord, G-R-I-T. C'est un titre américain, c'est peut-être un terme typiquement américain qui correspond rien en anglais. Enfin, je ne sais rien. Oui, d'accord. Voilà. Mais donc, j'aime bien savoir la signification des... Attendez, j'ai pas mon prof d'anglais là qui est à l'écoute, Alexandre. Sinon, je dis ça parce que j'ai un auditeur qui dit voilà, je suis votre professeur d'anglais et il a pas l'air, il envoie pas de SMS ce soir, donc il doit pas être là, mais Grit, G-R-I-T, on devrait trouver quand même. Donc bon, allez, avis aux ceux qui sont parfaitement bilingues, qui nous dépannent sur la question. On devrait y aller. Et puis il y a Skinrid qui dit Discours d'un roi, très bon film, mais attention, c'est pas à prendre comme un film historique. Il y a toujours une grande part de subjectivité. C'est possible, oui. Oui, ça, évidemment, dans un film, oui. Mais enfin, cela dit, ça retrace quand même l'histoire du roi George VI. C'était George VI, père de l'actuelle reine d'Angleterre. La reine Elisabeth d'Angleterre. Exactement. Voilà. Oui. Voilà, donc, la maman du prince Charles. Alors il y a quelqu'un qui me dit Dixit Internet, vrai courage. Courage, Grit, ça serait courage. Grit, ça serait courage. Bon, peut-être. Attendez, moi je reçois ça par SMS, donc bon, est-ce que c'est le cas Est-ce que Justin me fait une petite vérif là en ce moment? Je sais pas, il avait quelqu'un au téléphone, donc il pouvait pas tout faire. Il est très polyvalent ce jeune homme, mais enfin bon, il pouvait pas à la fois aller sur Internet et non, là je viens de voir que Grit, ça veut dire sable. Et j'ai gravillon, oui, me dit Justin. Donc, vous voyez, mais bon, vrai gravillon, en même temps, les frères Cohen pourraient nous faire ce coup-là. Hein. Oui, ils sont pleins d'originalité. Mais là, il va y avoir un vrai carillon, hein, Yves, donc je dois vous laisser. Il est minuit, exactement. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. À bientôt, Yves, au revoir. Et que tout le monde aille voir le discours d'un roi. Ah oui, ça, voilà. Oui, vraiment, je le recommande. Au revoir. Au revoir, Caroline. À bientôt.
La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, tous vos commentaires au 7 21 21 avec le mot nuit pour démarrer vos messages, vos courriels sur le site europe1.fr. Merci à vous tous pour vos traductions. Heureusement que vous êtes là. Yves va être content. Alors quand je dis tous, c'est First Lisa, Florence, Laurence, Marie de Roman, Liliette, il y a également Daniel. Enfin, merci. Ça veut dire avoir du cran, en fait. Voilà, de façon un peu. C'est le courage, grit. Donc true grit. C'est voilà avoir du cran. C'est donc merci. C'est le vrai courage. Merci à vous. Je vous le dis, il suffit de demander et tout de suite on a la réponse. Pas besoin d'aller sur Google, on lance un message comme ça sur Europe 1 et vous êtes là, vous répondez aussitôt. Vous êtes formidable. Allez, on va accueillir tout de suite Dominique qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous les utilisateurs. Alors voilà, écoutez, j'ai une histoire qui me poursuit depuis 6 ans. Je suis divorcé depuis 2004. Oui. Et avec mon ex-femme, j'ai subi beaucoup de maltraitance. Elle me battait, elle me griffait, m'insultait, me traitait plus bas que terre. Et depuis ce temps-là, j'arrive pas à remonter la pente. Je me sens anéanti, de l'intérieur. Elle m'insultait en me disant que j'étais un bon à rien, un fainéant, un nul. À force de l'entendre, on arrive à le croire, Et depuis ce temps, c'est très dur à remonter la pente. Je fais des dépressions sur dépression. Et j'ai quitté ma femme en emmenant mes 2 filles. Oui. Qui étaient alors âgées de 4 ans et 8 ans. C'est moi qui ai obtenu la garde de mes 2 enfants. Malheureusement, ma fille aînée a assisté à des scènes. Oui. Et ça me blesse énormément qu'elle a assisté à ça. Mon ex-femme me menaçait avec des couteaux. Ma fille voyait ça, Et écoutez, depuis, j'arrive pas à remonter la pente. Oui, je comprends, oui. De toute façon, la violence laisse toujours beaucoup de traces. La violence morale, la violence psychologique et la violence physique. Or, vous avez vous avez subi les deux. Ça a démarré assez rapidement après le début de votre relation ? Non. On est restés mariés 19 ans. Pendant 9-10 ans à peu près, ça a été. Et c'est que après, par la suite, que ça dégénérait d'année en année, de mois en mois, je dirais même. Et c'est arrivé à un point où, quand le soir où je suis parti avec mes filles, elles commençaient à s'en prendre aux enfants, Oui, donc c'est ce qui a fait que là, vous avez eu un réflexe de protection par rapport à vos enfants, ce que vous n'arriviez pas à faire pour vous-même. Voilà, ça a été le déclic, parce que je me suis dit, je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai subi. Tant que c'était moi, j'y prenais sur moi. Mais dès qu'elle a touché les enfants, non, c'était pas. Comment expliquez-vous que votre ex-femme, alors que vous avez passé de nombreuses années sans qu'il y ait de violence, ait pu basculer à ce point-là dans une telle violence ? Elle faisait des dépressions qui se sont transformées par la suite en schizophrénie. Je l'ai su après quand elle s'est fait soigner. Vous êtes sûr que c'est de la schizophrénie ? Elle avait quel âge ? Parce que la schizophrénie, c'est plutôt une maladie qui survient entre 15 et 25 ans. C'est rare que ça survienne après, plus tard. Oui, elle avait
37 ans quand on s'est séparés. Alors, elle a peut-être évolué vers une forme de psychose, mais peut-être pas la schizophrénie. Parce que c'est rare que la schizophrénie apparaisse vers 35 ans. Oui. Elle a peut-être basculé, oui, vers des troubles psychotiques. Parce que ça peut, ce que vous dites peut évoquer, oui, des troubles d'ordre psychotique. Aller jusque-là, mais... Oui, c'était carrément une autre personne, quoi. Oui, Elle était totalement différente. Et qu'est-ce qui fait, vous, justement, que vous n'ayez pas pu... vous dites, heureusement, le déclic, ça a été qu'elle commence à vouloir s'en prendre à vos enfants, où là, vous vous êtes dit, vous avez eu un réflexe de père, de protection, donc de protéger vos petites filles. Ce que vous n'arriviez pas à faire pour vous-même, comme si vous... Eh bien, vous supportiez qu'elle vous maltraite, qu'elle vous humilie. Parce que j'en étais arrivé au point que, je me disais, elle a raison. Oui, mais c'est ça qui m'interroge. Oui, parce que ce qui m'interroge, Dominique, c'est, vous m'avez dit, quand on finit par vous répéter que vous êtes un nul, on finit par le croire. Mais ça rejoint un peu ce que je disais à Aurore d'une autre façon. Lorsqu'on parlait du suicide et des personnes qui parfois décident de mettre fin à leur jour, c'est qu'elles ont une image de nul en elles. Moi, j'ai le sentiment que peut-être cette image de nul, vous l'aviez déjà avant même de rencontrer votre femme. Oui, c'est vrai que depuis tout enfant, j'avais ce sentiment, cette image de bon à rien, quoi. Mon frère entreprend des choses, réussit tout ce qu'il touche. Moi, j'essaie d'entreprendre des choses, je me casse la figure, quoi. Et depuis des années, quoi. Donc c'est vrai que, comme disait Aurore, en parlant de son amie, j'en suis venu aussi à faire 2 tentatives de suicide. Et, quand vous étiez avec elle? Quand vous étiez en couple? Non, après. Oui, après. Et c'est vrai que ces 2 tentatives ont raté, je sais pas exactement. Heureusement. Oui, dans un autre sens, oui, heureusement. Mais c'est vrai qu'on se sent piégé, on est enfermé. Aucune porte, toutes les portes qu'on ouvre débouchent sur le néant, quoi. Et que ces 2 tentatives de suicide, m'ont remis un peu pied sur terre, parce que j'ai des enfants. Ma fille est née à 16 ans, la petite à 13 ans. Donc, il faut penser à l'avenir de ces enfants. Oui. Et elles ont que moi, parce que leur mère les voit quand elle y pense. Oui, elle n'est pas, sa santé psychique ne lui permet pas de s'occuper vraiment d'elle. Donc, elles ont particulièrement besoin de vous, vos filles. Oui. Parce qu'elles n'ont pas une mère sur qui elles peuvent s'appuyer. Oui, exactement. C'est vrai que on entend beaucoup des femmes battues, des femmes maltraitées. C'est une réalité c'est une réalité, puisqu'il y a beaucoup de décès. Même. Ah oui. Mais il y a aussi des hommes victimes de violences, bien sûr. Cela existe. Et c'est dur à admettre, c'est dur à... Oui, c'est plus... pour les hommes, c'est plus compliqué. C'est déjà très compliqué pour les femmes victimes de violences d'en parler. Et c'est encore plus compliqué, je crois, pour les hommes, comme si un homme ne devait pas être faible. Enfin, comme si... il y a encore beaucoup de femmes qui disent qu'aller déposer plainte dans un commissariat pour violence, c'est compliqué, mais ce statut de victime leur est plus facilement reconnu. Pour un homme, il y a un peu la peur des moqueries, de dire alors c'est un homme, il sait pas se défendre. Enfin, on a oui, tout à fait. Plus de mal à comprendre. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que depuis 6 ans,
je suis au fond de ce trou, j'arrive pas à rebondir. Mais après vos tentatives de suicide, comment avez-vous, justement, j'en parlais tout à l'heure avec Aurore, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a eu un suivi thérapeutique qui vous a été proposé ? Oui, je fais un suivi thérapeutique pendant 2 ans, 3 ans. Oui. Mais pour moi, j'estime que c'est pas suffisant, c'est pas. J'arrive pas à remonter malgré ce suivi thérapeutique, quoi. Il faut peut-être du temps. C'est 2-3 ans, c'est peut-être court aussi au regard de ce que vous avez vécu et finalement de cette dévalorisation très importante qui remonte à l'enfance, puisque vous me dites que vous avez grandi dans l'ombre d'un frère qui réussissait tout ce qu'il entreprenait, là où vous aviez le sentiment d'échouer. Oui. Donc peut-être que vous étiez aussi comparé à ce frère. Et vous étiez, ce frère était l'aîné. Vous étiez. Non, c'était le plus petit. Vous avez combien d'écart ? On a 5 ans d'écart. Oui. Et vos parents valorisaient beaucoup ce frère-là ? Oui. Même encore maintenant. Bon, mon papa est décédé il y a 2 ans d'un cancer de l'amiante. Ouais. Mais j'ai pu me rapprocher de mon papa seulement 6 mois avant son décès, quoi. Oui. Où j'ai vraiment senti que le contact passait. Il y avait un contact que je n'avais jamais connu auparavant, quoi. Il me demandait conseil, il me faisait confiance, il m'écoutait. Chose que jusqu'à présent, j'avais pas connue, quoi. Malheureusement, j'y ai connu que pendant 6 mois, quoi. Mais c'est vrai que depuis l'enfance, j'ai été un peu étouffé par mon frère, quoi. Mon frère aimait tout ce que mon père aimait, oui. C'est-à-dire la chasse, la pêche. Moi, tout ça, j'y aime pas. J'ai été en apprentissage à l'âge de 13 ans. Oui. Donc, le lien familial a été cassé parce que je partais la semaine. Je rentrais uniquement le dimanche pour repartir le lundi. Mais mon frère, a toujours resté très très proche de mes parents, quoi. Oui, donc votre père se sentait très valorisé par votre frère qui lui ressemblait par ses goûts communs. Oui. Il se retrouvait en lui-même, par cette proximité. Oui. Donc, alors que vous, vous aviez des goûts différents de lui. Ça ne veut pas dire que vous étiez moins bien. Vous étiez différent. Vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt que votre père. Donc, votre père, pour ces raisons-là, vous a moins investi. Et donc, vous avez eu un père plus absent pour vous. Et ça, c'est important dans votre construction psychique. Ça compte. D'accord. Parce que même s'il était là physiquement, on peut avoir ses 2 parents, mais en fait avoir un parent qui est absent psychiquement. C'est-à-dire que votre père, et c'est d'autant plus, le déséquilibre est d'autant plus important quand le parent investit beaucoup un frère ou une sœur et très peu un autre de ses enfants. Oui, d'accord. Donc, ça donne, si vous voulez, quand il y a pour un fils un père qui est assez absent, eh bien, ça peut faire de ce garçon un garçon et plus tard un homme assez peu sûr de lui. Ah oui. Alors, je ne sais pas quelle était votre relation avec votre mère. Avec ma mère, ça allait à peu près, quoi. Mais elle se rabattait quand même assez sur ce que mon papa pensait, quoi. Donc, j'ai eu de l'amour de ma mère, mais
mon père parlait tellement souvent de mon frère que ma mère, automatiquement parlait de mon frère. Moi, je venais en second ou je venais pas du tout dans les conversations, quoi. Oui. Et il y a que depuis donc le décès de mon papa, où je m'occupe maintenant entièrement de ma maman parce que ma maman est presque aveugle, ma maman a beaucoup de reconnaissance pour moi, mais il y a le manque de mon papa, quoi, qui accentue en plus ce trou où je me trouve et j'arrive pas à remonter, quoi. Oui, il y a le manque. Alors vous avez pu, heureusement pour vous, ça atténue un peu sur votre peine, le fait d'avoir pu échanger avec lui sur la fin de sa vie avec votre père. Oui. C'est-à-dire, ça vous laisse une plaie moins vive, moins béante, mais vous vous êtes quand même construit sur ce père qui était assez absent pour vous. Ah oui. Et là, vous êtes un peu dans une forme de réparation avec votre maman, dites-vous, dont vous vous occupez beaucoup. Du fait qu'elle est en train de devenir aveugle et c'est normal que vous vous occupiez d'elle, mais il faudrait pas non plus que ça soit complètement aux dépens de votre vie personnelle, parce que vous-même souffrant de dépression quand même assez profonde, semble-t-il, il faut aussi que vous vous occupiez de vous, d'autant plus que vous avez quand même 2 jeunes filles, 2 adolescentes dont vous devez vous occuper. Donc il faut prendre au sérieux, Dominique, votre propre difficulté, votre propre souffrance, et vraiment trouver quelqu'un. Alors, peut-être, je ne sais pas, avec le thérapeute que vous aviez rencontré, le contact passait pas suffisamment bien, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, ou vous attendiez peut-être aussi que ça aille plus vite. J'attendais aussi des réponses un peu de sa part, parce que je me confiais beaucoup à lui, mais j'avais jamais de réponse de sa part, quoi. Oui. Il m'écoutait, et puis à la fin, on se fixe un autre rendez-vous, on se revoit telle date, quoi. Alors, c'est vrai que la thérapie, c'est une chose qui peut déstabiliser au départ, c'est le silence du thérapeute, mais ce silence est là aussi pour permettre à la personne qui vient, qui est en souffrance, de pouvoir peu à peu s'entendre. Parce que quand on est en souffrance, comme vous le dites, Dominique, on vient pour chercher des réponses. Or, en fait, petit à petit, dans ce travail de thérapie, on découvre que les réponses, on les a en soi. Oui. Et c'est pas un autre, même si cet autre est thérapeute, qui les a pour vous. Non. Oui. Parce que il ne peut pas décider pour vous de votre vie. Il ne sait pas finalement ce qui est bon pour vous. Il n'est pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas bien pour vous. Il est là pour vous aider à vous aider. D'accord. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez parler un peu autour de dire ce qu'évoque peut-être le silence et d'être un peu laissé dans un silence. Vous étiez en face à face avec ce thérapeute ? Oui. Bon. Justement, le fait d'être face à un homme et peut-être ce silence, est-ce que c'était perçu comme un silence réprobateur, comme un silence où vous vous sentiez jugé, observé ? Tout ça, vous pouvez en parler parce que lui peut s'adapter aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas, à un moment, on sent si la personne est en train de s'enliser, de plonger dans un abîme d'angoisse, on ne la laisse pas s'enfoncer. Le but, c'est quand même que de ce silence, ça lui permette de plonger en elle-même pour que
une parole émerge, pour que quelque chose vienne, pour qu'elle puisse, enfin que sa parole elle advienne. Alors là où justement souvent la personne n'a pas été entendue. C'est ce que vous nous dites au fond, Dominique. Vous n'étiez pas entendu, vous n'aviez le sentiment de ne pas avoir véritablement votre place, de ne pas être regardé, de ne pas être entendu. Donc là, pendant le temps des séances, c'était vous et rien que vous. Donc si quelqu'un, finalement le thérapeute est là pour dire à votre place ce qui est bon ou pas bon pour vous, ça ne va pas. Mais vous pouvez dire à certains moments, là, aidez-moi parce que ce silence m'angoisse trop. Et on peut travailler autour de ça. D'accord. On va accueillir Christophe qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline. Bonsoir Dominique. Bonsoir Christophe. Alors vous vous retrouvez un peu dans ce témoignage-là de Dominique. Oui, un petit peu et beaucoup par ailleurs. Je disais à votre assistant là en off que j'avais rencontré quelqu'un en 2007 et donc c'était une personne divorcée depuis peu de temps avec 3 enfants et puis je suis tombé amoureux d'elle et assez rapidement donc on s'est rapprochés, on a décidé de partager plus ou moins le quotidien puisque je disais aussi que par ailleurs moi je suis journaliste donc je suis très pris. Et petit à petit elle a tissé sa toile et elle m'a enfermé et en fait on a glissé dans une relation difficile où elle m'étouffait et où elle me tenait prisonnier et c'est allé ça a pris des proportions assez inquiétante parfois. Alors, ça reste assez obscur pour nous. C'est-à-dire que vous parlez plus d'une forme de violence morale, parce que tisser sa toile, vous vous sentiez étouffé. Vous pouvez donner 1 ou 2 exemples qu'on comprenne mieux ? Eh bien, donc, cette année 2007 où il y a eu des changements au niveau de l'État, il y a des journalistes en indépendant qui ont perdu des marchés et des contrats, donc je me suis retrouvé un peu sur le carreau et elle, je pense qu'elle attendait de moi, elle devait me mettre sur un piédestal et quand elle s'est rendue compte à quel point c'était difficile de travailler tout ça, tout s'est écroulé. Du coup, elle m'a démoli moralement et elle m'a démoli physiquement. D'autant que... C'est-à-dire qu'il y a eu de la violence physique après Alors, moi, j'ai toujours évité. C'est-à-dire que quand elle a essayé à plusieurs reprises d'être violente, je lui ai toujours attrapé les bras et j'ai dit « stop là ». Et je prenais mes affaires et je retournais dans mon appartement. Voilà. Et donc, 1 an et demi plus tard, je me suis retrouvé en HP. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que suite à une hospitalisation, vous avez demandé à être hospitalisé ? Non, j'ai fait une tentative de suicide parce que je pouvais plus. Je supportais plus. Plus ça allait mal avec elle, plus ses enfants étaient merveilleux et m'apportaient beaucoup. Et ça ne faisait qu'empirer. Je veux dire, c'était une spirale. Donc j'ai été hospitalisé, j'ai été en psychanalyse depuis 2000, donc là maintenant ça fait plus de 10 ans. Et en fait, je vous rejoins. Les réponses, c'est alors grâce aux thérapeutes, mais les réponses, c'est nous qui allons les chercher en nous-mêmes. Donc moi je me suis reconstruit avec le temps. Je suis un peu ému là de parler, parce que quand je parle dans un micro, je suis plus à l'aise que ça, mais là on touche à l'intime. Et ce que je voulais dire à Dominique, c'était, grâce au thérapeute, la psychanalyse, et moi j'ai utilisé une
force que j'avais en moi, c'était l'écriture. Ah voilà. oui, il faut aller chercher très très loin en soi. Alors il faut peut-être passer par une phase de médication, pas forcément longue, s'extraire un peu de tout ça pour se reposer aussi physiquement. Et puis après, il y a le temps de la reconstruction. Elle m'avait isolé, par exemple, de tous mes amis. Mm-hmm. Oui, voilà. Moi aussi. C'était ce qui s'est passé aussi, moi aussi. Non, mais c'est très fréquent dans les situations où il y a de la violence. Il y a un isolement, puisque du coup, on peut d'autant mieux la personne peut d'autant mieux exercer son emprise. Ah oui, parce que moi je vois mon ex-femme, on avait des amis qui venaient manger, elle se gênait pas pour m'insulter devant mes amis, quoi. Et comment réagissaient vos amis ? C'est toujours délicat, très vous me mal. direz. Ils étaient très gênés, quoi. Ils étaient mal à l'aise, quoi. Et c'est pour ça que j'ai perdu pas mal d'amis, quoi, parce que ils se sentaient vraiment très mal à l'aise, quoi. C'est là où, lorsqu'on a des amis personnels et pas seulement des amis de couple, enfin en couple, ça peut permettre dans des discussions individuelles de dire, écoute, franchement, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, c'est très difficile. Il ne s'agit pas de jouer au psy avec ses amis. Ça n'aurait pas de sens. Mais les amis peuvent parfois nous mettre face quand même à nous-mêmes, à une réalité qu'on ne peut plus voir ou qu'on n'a pas envie de voir. Et en ce sens, c'est très utile de pouvoir dire il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu es presque en danger. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous là, Caroline, parce que mes amis avaient pris un peu de champ, mais en fait ils ont très très rapidement senti ce qui se passait et ils m'ont toujours soutenu. Mais là où je vous rejoins, Christophe, c'est que il y a d'abord ce travail sur soi qui est indispensable, parce que tant qu'on n'est pas vraiment, tant qu'il y a une souffrance aussi importante que celle qu'on entend chez Dominique, il n'y a pas de place encore pour l'expression d'une créativité. Mais quand on peut un peu prendre du champ par rapport à cette souffrance, après, on peut trouver un moyen de s'exprimer, quelque chose qui nous aide à vivre. Et vous dites l'écriture. Alors l'écriture, c'est merveilleux, parce que ça permet aussi de mettre à distance aussi, quand on arrive à écrire, quand on a ce talent-là, finalement de pouvoir mettre à distance. C'est à la fois on met beaucoup de soi, et puis en même temps le fait de scénariser quand même sur des choses qu'on a pu vivre. C'est un formidable outil, ça peut être une formidable thérapie. Mais il peut y avoir la peinture, il peut y avoir des choses comme travailler la terre, la sculpture, la poterie, la danse, la musique, le chant. Il peut y avoir tout ce qui est, pourquoi pas, le contact avec les animaux, le sport. Il y a à chacun de trouver quelque chose qui lui fait du bien, finalement. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher les toutes petites pépites qu'on a autour de soi. Et moi, c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvé quelque part, mais j'ai pour habitude d'essayer de saisir tous les petits moments comme ça qui peuvent se passer autour de moi. Ça peut être un sourire, ça peut être un ciel un peu particulier, des couleurs particulières, et en fait, donc voilà, moi j'ai décidé effectivement de créer des personnages, qui à chaque chapitre c'est l'un qui raconte l'autre, mais c'est pas dans un but destructeur, c'est aussi pour démontrer toute la complexité et toute la fragilité qu'on peut avoir en soi, ou qu'on peut déceler chez l'autre et utiliser de façon un peu malsaine. Et voilà. Enfin moi j'ai trouvé ça tant mieux. Oui, mais ça c'est formidable. Oui, en plus parallèlement à votre psychanalyse. Mais merci beaucoup de cette intervention, Christophe.
C'est important parce qu'on entend peu. On parle de la violence conjugale. Effectivement, il y a quelqu'un, il y a Fédragé qui dit oui, il y a trop de femmes maltraitées, évidemment, mais c'est tout aussi bouleversant d'entendre le témoignage d'hommes dans la même situation. Courage à vous. Il y a Alexandra qui dit L'un contre l'autre est un film allemand sur les violences conjugales faites aux hommes. C'est de moins en moins un sujet tabou. Bon courage à Dominique, dit Alexandra. Merci. Et puis, Fanchon dit « Je vous souhaite de vous découvrir les qualités que vous possédez. On entend beaucoup de courage derrière votre douceur. » Fanchon qui vous embrasse. Et Lali qui dit « Vous devez penser à vous reconstruire et prendre soin de vous. » Cathy qui dit « Si vous cherchez des contacts, qui est prête à vous laisser son numéro de téléphone, on vous le transmettra au standard. » Peut-être, moi, je vous encourage à reprendre une thérapie, vraiment, à voir auprès de votre mairie, il y a également des groupes de parole pour personnes victimes de violences conjugales. Parallèlement à une thérapie individuelle, c'est une autre démarche, mais ça peut vous aider parce que là, dans ces thérapies de groupe, on est plus là où chacun parle de son vécu. Et là, si vous voulez, là, il y a vraiment des échanges. Entre différentes personnes qui ont été confrontées à de la violence. Alors, c'est vrai que vous aurez majoritairement des femmes, puisque ce sont plus des femmes qui, majoritairement, statistiquement quand même, victimes de violences. Donc, il faut le savoir pour que vous ne soyez pas mal à l'aise. Dans le groupe aussi, ça peut peut-être créer un malaise. Bon, après tout, à vous d'y réfléchir, de vous renseigner, peut-être de voir avec les services sociaux de votre mairie, déjà ce qui existe, mais dans toutes les mairies qui comportent quand même un certain nombre d'âmes, il y a des associations. Donc, renseignez-vous. Peut-être que cette démarche-là aussi, d'être avec d'autres victimes, vous permettrait de parler un petit peu plus aisément. Oui, je pense que ça me soulagerait. Mais ça n'empêche pas une thérapie individuelle, Dominique. Pensez-y. Oui. Bon courage à vous. Et ne raccrochez pas, on va vous donner les coordonnées de Cathy. D'accord, merci beaucoup Caroline. Bon courage Dominique et je vous souhaite les meilleures choses pour les temps à venir et merci beaucoup Caroline. Au revoir, merci Christophe, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Petit message qui arrive au 7 21 21 qui dit abîmé, maltraité. Ça se guérit bien sûr en prenant soin de soi, mais aussi soin des autres, puis aussi par des choses simples telles que le jardinage par exemple. C'est vrai que j'avais vu un documentaire où on voyait des personnes qui souffraient de dépression et c'était, je crois d'ailleurs, je me demande si c'était pas à Paris. Ils avaient fait ça sur des toits et il y avait, je sais pas, il y avait des personnes qui souffraient de dépression, il y avait des personnes qui se remettaient aussi de cancer et autres, et qui venaient là et qui disaient le fait de se remettre à jardiner, de voir ce qu'elles avaient planté, germer, pousser, ça leur faisait un bien fou. Alors déjà, en étant un peu au grand air, alors vous me direz, l'air de Paris, il est pollué comme c'est pas permis, mais bon, quand même être un peu dehors, être un peu au grand air, et puis surtout ce côté être dans la nature, quoi, se ressourcer, et puis voir germer ce qu'on a planté. Oui, et d'ailleurs, j'avais lu là un article très sérieux qui disait à propos de la maladie d'Alzheimer que c'était également très bon pour en prévention, parce que ça obligeait à prévoir quand on jardine. Évidemment, si vous voulez avoir des radis, des fraises à telle époque de l'année, vous ne devez pas vous y prendre au dernier moment. Donc, vous plantez vos semis à telle époque. Enfin, ça oblige vraiment d'avoir un calendrier dans la tête. Il faut vraiment tout organiser, tout planifier. Un jardin, effectivement, l'hiver, il est en friche, mais il faut quand même tout... il est en friche, d'ailleurs, pas totalement, parce que tout ça
j'y connais rien en jardinage, mais les vrais jardiniers vous diront que tout se plante. On se dit pas tiens subitement je veux planter des pommes de terre, je veux des poireaux, je veux des tomates et tout. Hop, ça se décide pas au dernier moment. Il faut faire des semis, il faut faire des choses comme ça. Donc bon, heureusement que je fais pas une chronique jardinage parce que sinon je serais mal barrée. Mais bon, vous avez raison. L'auditeur ou l'auditrice qui m'envoie ce petit message, c'est une activité très saine. Et puis, l'imparfait du subjonctif me dit, dans la souffrance, il est important d'exorciser aussi quelque chose, alors que ça soit dans une passion, artistique ou autre, ce que l'on peut dire. Alors, je citais la peinture, le chant, être dans la nature, trouver. On a tous, si on y réfléchit bien, des béquilles qui nous aident à vivre. Bonsoir Thierry. Bonsoir Caroline. Puis bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de votre excellente émission. Alors Thierry, vous m'appelez parce que il y a un peu plus de 3 ans de cela, la mère votre compagne, votre femme. Oui, ma femme, oui. Vous a quitté pour vivre avec une femme. Hein. Oui, c'est ça. Elle est partie à ma demande, parce que c'est moi qui m'en suis rendu compte. Elle est partie pour vivre son homosexualité la plus épanouie, quoi. Et puis, donc c'est vrai qu'au départ, on s'attend pas à ça, quoi. Mais quelque part, si vous voulez, je préfère que ce soit ça, parce que vous savez, les hommes ont tous quelque part un ego, et c'est vrai que le fait qu'elle me quitte pour une autre femme, ça fait pas pareil pour un homme. C'est très différent. Et du coup... C'est-à-dire, vous voulez dire que ça a été plus compliqué pour vous, ou au contraire, ça aurait été plus difficile si ça avait été pour un autre homme ? En ce qui me concerne, lorsque je me suis rendu compte de ce qui se passait... je lui ai demandé de partir parce que moi je ne partage pas, hein. Et en fin de compte on en a parlé parce que nous sommes très ouverts tous les deux, et comment dirais-je, lorsqu'elle m'a dit qu'elle allait quitter la maison pour vivre avec quelqu'un d'autre, elle m'a dit c'est pas tout. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et puis elle me dit voilà, en fin de compte, je te quitte pour vivre avec une autre femme. Alors au départ, si vous voulez, ça fait, vous imaginez un petit peu le choc quand même, hein. Et puis le temps passe, et puis les jours passent, et comment dirais-je, j'ai beaucoup réfléchi parce que nous avions une maison, on était mariés, et il a fallu réfléchir à la suite de la vie à mener, quoi. Vous avez des enfants? Oui, une petite fille, ouais. Et donc il a fallu que j'en informe ma petite fille, parce que nous sommes très, comment dirais-je, très unis, très fusionnels. Et il a fallu que je lui explique, que je trouve les mots pour lui expliquer que papa et maman, voilà, on s'aimait, mais plus comme avant, plus aussi fort qu'avant, et que elle avait quel âge à ce moment-là, votre fille? Je ne sais plus trop quel âge elle avait, il y a à peu près 3 ans et demi. Quel âge elle a, votre fille, aujourd'hui? Elle a 10 ans actuellement. Ouais. Donc elle avait 7 ans, voilà, 6 ans et demi. J'ai la tête pleine, et puis je suis pas trop prêt pour calculer à cette heure-là. Et comment dirais-je, donc je lui ai expliqué qu'à l'école, c'est pareil, elle avait des amoureux certainement, et puis elle me dit oui, j'en ai même plusieurs, donc j'étais content de le savoir. Et puis j'ai dit tu sais, à l'école c'est pareil. Il y a des fois il y a un garçon que t'aimes bien, ou il y a un garçon que tu aimerais bien être ami avec, quoi. Et puis il y a des fois t'en as marre parce que le garçon il te plaît pas et tu voudrais changer. Les papas et la maman c'est pareil. Et je lui ai dit tu sais, papa et maman on va faire pareil, c'est-à-dire que
tu sais, dans la vie, il arrive que des fois, les papas, les mamans rencontrent quelqu'un d'autre et que on va être obligé de... Parfois, les papas et les mamans, ils se séparent pour... Oui, on sent que ça a été compliqué pour vous d'expliquer, parce que outre le fait que, vous n'étiez plus amoureux l'un de l'autre, alors il y a déjà le fait d'expliquer la séparation en soi qui, déjà, c'est pas simple, mais le fait que sa mère partait, allait aller vivre, si je comprends bien, c'est ça en plus, avec une autre femme. Ça rajoutait, c'est ça, voilà. Ça rajoutait à la difficulté de présenter à ce moment-là votre fille. Et alors c'est pas tout, c'est que la différence... Et pourtant il est important de lui expliquer parce qu'il fallait pas qu'il vive cette vérité comme un secret honteux. Absolument. Et du coup, j'ai tenu à lui expliquer avec mes mots, Mais avec vous n'étiez pas... Pourquoi c'était vous d'ailleurs et pas ensemble peut-être ou... Et parce qu'à l'époque... Est-ce que vous étiez le mieux placé, vous, pour... Parce que vous... Je me suis posé la même question, figurez-vous. C'est-à-dire que, en fin de compte... Pourquoi sa mère ne lui en parlait pas, avec vous? Je lui ai dit de le faire, puis elle m'a dit qu'elle le ferait plus tard. J'ai dit non, c'est pas plus tard qu'il faut le faire, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'on vit les choses, c'est pas plus tard. Et du coup, elle quittait la maison le soir pour aller dormir chez son amie. Et oui, surtout que cette femme allait vivre avec elle, si je comprends bien. Maintenant, oui. Et à ce moment-là, elle ne vivait pas. Elle allait dormir chez elle et elle rentrait au petit matin pour faire croire qu'elle se réveillait avec moi quand la petite se réveillait aussi, quoi. Vous me suivez? Ah oui, mais vous n'étiez pas encore séparés. Non, pas à ce moment-là. Non. Ah oui, remarquez, ça peut se comprendre alors l'attitude de votre femme. C'est-à-dire que parler encore à l'enfant tant que vous n'êtes pas séparés officiellement, vraiment, oui, ça peut se comprendre. Je comprends. Donc du coup, je me suis dit, puisqu'elles veulent pas le faire, c'est moi qui vais le faire, quoi. Donc oui, mais bon. Ça a été. C'était peut-être un peu anticipé, mais bon. Oui, mais bon, voilà, quoi. Et puis alors, la différence, c'est que... Parce qu'à la limite, pour le moment, c'était votre histoire de couple. Oui, c'est ça. Votre enfant n'avait pas à être mêlé à ça, à ce moment-là. Ben, ouais, peut-être, mais bon... Ouais. Il fallait bien que je lui en parle. Elle était petite, elle était, si vous voulez, quand vous alliez vraiment vous séparer et ne plus vivre sous le même toit, c'était important de lui dire, mais avant c'était un peu prématuré. Bon, maintenant on en est 3 ans et demi plus tard. C'est fait. Comme je dis, on ne Mais je le dis parce que souvent on veut, ça fait plusieurs fois que j'entends ça dans l'émission, où du coup la séparation, et c'est souvent, évidemment, fait celui ou celle, celui des conjoints qui l'a subi, la séparation, qui prend l'initiative dans ces cas-là d'en parler aux enfants alors qu'elle n'a pas eu lieu encore. Et ce faisant, il va trop vite. C'est-à-dire que pour des enfants, et surtout petits, évidemment, avec des adolescents, c'est différent. On peut, là, on peut en parler, mais avec des enfants quand même, avec des enfants, c'est pas la peine d'en parler trop tôt parce que ça relève de l'intimité du couple. Et on règle pas ça, avec les enfants. Mais quelque part, comme elle n'a pas voulu le faire, c'est moi qui m'en suis chargé, quoi. Donc j'étais bien obligé. Parce que les choses. Mais vous entendez pas ce que je dis, parce que les choses n'étaient pas encore réglées. Si, j'ai bien compris. Mais bon, voilà, quoi. À un moment donné, quand un enfant pose des questions, il faut lui répondre. C'est pas la peine de lui mentir. C'est pas la peine de lui dire, on en reparlera plus tard. Moi, je suis du genre à dire, t'as une question, je vais y répondre maintenant si je peux. Et qu'est-ce qu'elle vous demandait à ce moment-là? Et elle me posait des questions du style, maman, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, voilà, quoi. Et puis, je lui ai expliqué, tu sais, maman, elle est tombée... maman, elle aime beaucoup quelqu'un d'autre, qui est une autre femme. Et alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 30 ans de différence entre les deux. Voilà, c'est énorme. Elle est plus âgée, cette femme, que votre... plus jeune, beaucoup plus jeune. Plus jeune, c'est-à-dire que la femme elle a quel âge, alors à 27 ans. Oui. Et puis, nous avons le même âge tous les deux, quoi. Donc, 27, 52, vous faites le calcul, c'est, voilà. Et donc, ce qui me fait dire qu'en amour, il n'y a pas d'âge, c'est sur l'intensité des sentiments qui compte. Voilà, ça, c'est clair. Et puis, du coup, en fin de compte, c'est vrai que le temps passant,
moi, comme tout le monde, je veux dire, je pense que je connais pas la vie des autres, mais c'est vrai que j'ai fait une bonne dépression, moi, qui m'a secoué pendant 3 ans, là, voilà. Et puis, j'ai décidé de me secouer un peu, de me reprendre en main, et je travaille beaucoup, et je reprends mes études, là, et c'est vrai que ma fille m'a dit, papa, c'est pas normal que maman, elle est son amie, quoi, puis moi j'ai personne. Alors en fin de compte, c'est pour ça que je vous appelais, quoi, pour savoir comment je peux faire maintenant pour quand on vit une situation comme celle-ci. Là, j'ai décidé de reprendre mes études, voilà, et donc j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour m'occuper de ma vie affective. Je pense à autre chose. Pour l'instant, je suis très elle s'interroge sur le fait que vous n'ayez pas de compagne dans votre vie. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, papa, c'est pas normal parce que maman a bien quelqu'un et toi, je veux pas que tu restes comme ça. Oui. Alors, je lui ai dit, écoute, ma chérie, c'est gentil de penser à papa, mais j'ai dit, tu sais, ça viendra peut-être comme ça, sans qu'on l'attend, ou je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais des fois, ça arrive quand on s'y attend pas, mais c'est vrai que elle m'interpelle quelque part parce que en fin de compte les enfants sont pleins de compassion pour leurs parents. Voilà, oui. Et en plus de ça, ce qui ne veut pas dire que en fait vous auriez une nouvelle compagne dans votre vie. Ça se trouve, elle serait peut-être, elle la regarderait pas forcément arriver. Voyez, vous subiriez peut-être quelques attaques, mais en même temps, voilà, elle s'interroge, mais elle se part, dit. C'est un équilibre pour le papa, quoi. Voilà, peut-être. Voilà. Alors elle se dit peut-être que vous seriez plus heureux. C'est peut-être qu'elle vous sent un peu malheureux à certains. Oui, c'est pas faux. Bien sûr que oui. Pour mais qu'elle le vous problème, dise c'est ça que, aussi. à vrai dire, je sais pas c'est comment pas faux. prendre, quoi, vous sentez, oui. Vous savez pas comment vous y prendre pour. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris parce que quand on travaille beaucoup, je suis dans le médical et je travaille énormément et là j'ai décidé histoire de. Oui, parce que je vois là, Justine me dit qu'elle vous a même conseillé d'aller sur un site de rencontre. Ma fille, oui. Mais elle a quel âge, votre fille? Elle a 10 ans. C'est incroyable, les enfants, maintenant. C'est assez étonnant. Ouais. Oui, remarquez avec toutes les émissions il y a même une émission de télé-réalité, je crois, où c'était les enfants qui demandaient, qui choisissaient pour les parents leur compagnon ou leur compagne. C'était assez fou, ça, d'ailleurs. Alors, du coup, j'y suis allé pour faire mon curieux, et puis, en fin de compte, un site de rencontre n'est absolument pas gratuit. Hein. Non, mais cela dit, pour revenir à ça, il faut effectivement la rassurer, ce que vous avez fait en disant, tu sais, comme vous lui avez dit, j'ai beaucoup de travail, et puis on rencontre pas toujours quelqu'un dont on est amoureux comme ça. L'amour, ça se décide pas. Mais maintenant, tu sais, ma chérie, c'est pas à toi de t'occuper de ma vie amoureuse parce que ça, moi, je suis ton papa et je suis suffisamment grand pour m'en occuper. Pour qu'elle comprenne quand même qu'il y a des limites. Parce que ça, c'est un peu un côté aussi, un peu une intrusion dans votre vie qui vous appartient, dans votre vie à vous. Oui. Privé. Attention, un peu des restes d'Ipien là. En même temps, en disant cela, c'est je vais un peu dans la vie amoureuse de mon papa et pourquoi pas les sites de rencontre, de dire tu devrais faire ci, faire ça. Elle outrepasse un petit peu, c'est-à-dire que là, elle joue un peu les rôles de petite femme. C'est pas son rôle. Oui, d'accord. Donc gentiment, mais fermement, vous lui dites voilà, vous l'associez pas. Elle est votre fille, vous êtes le père. Alors vous, maintenant, les sites de rencontre, pourquoi pas. Il y a effectivement, et peut-être en fonction de vos centres d'intérêt, Thierry, en fonction de ce que vous aimez, et puis vous trouvez des moments, c'est compliqué quand on a son enfant, mais des moments à vous pour vos centres par rapport à vos centres d'intérêt, où vous vous dégagez un petit peu de temps libre pour pouvoir faire des rencontres et avoir du temps à vous aussi, pour pouvoir aussi faire des rencontres et finir par rencontrer quelqu'un aussi. Et puis vous remettre un peu de cette séparation qui a été quand même compliquée pour vous. Mais 3 ans, c'est comme vous dites, ça a été violent et il faut vous donner un peu de temps aussi. Bon courage, bonne chance, au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.